Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons 2 reportages dans le JTA. D'abord, au nord du Bénin, à la rencontre d'une femme exceptionnelle. Elle est la première à diriger un lycée militaire qui accueille les meilleurs élèves du pays. Et nous irons aussi au Tchad à la rencontre du président, de la présidente d'ailleurs, de la Ligue de défense des droits des femmes qui, depuis sa création, dénonce l'impunité des auteurs de violences sexuelles et sexistes dans le pays. Et le focus de ce dimanche soir concerne la République du Congo. À une semaine de la présidentielle, nous ferons le point sur les enjeux du scrutin qui se déroule dans un contexte de défiance. Une opposition fragmentée à 82 ans. Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis près de 4 décennies brigue un nouveau mandat. Dans ce contexte, la société civile tente d'alerter sur les réalités du terrain, pauvreté, manque de perspective pour la jeunesse. Et on ouvre ce journal en allant en ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes, en allant dans l'extrême nord du Bénin, dans un des établissements les plus sélectifs du pays, le lycée militaire du général Mathieu Kérékou, qui accueille les meilleurs élèves du pays, admis après un concours exigeant. Et depuis septembre, pour la première fois dans l'histoire de ce lycée, une femme dirige l'école. Elle s'appelle Silifatou Amanké Boari, devenue un modèle pour ces jeunes élites. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé. 5 heures du matin, à Natitengu, au nord-ouest du Bénin. Au lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kérékou, la journée commence avant le lever du soleil. Ici, la discipline est la première leçon. Le plus difficile en arrivant ici, c'était la séparation avec mes parents. Les premiers mois, j'avais envie de retourner à la maison. Il y avait déjà trop de rigueur. Entrer ici est déjà un exploit. Pour intégrer le lycée, il faut d'abord obtenir d'excellents résultats au CEP, le certificat d'études primaires, puis réussir une sélection très rigoureuse. Mais ici, on les pousse encore à aller plus loin. J'avais un objectif en tête, savoir me débrouiller seule, être meilleure partout où je passe. Donc j'ai décidé de me mettre à l'épreuve. Depuis la rentrée 2025, à la montée des couleurs, c'est désormais une femme qui commande. Silifatou Amanké Boari. Ancienne élève de la toute première promotion, devenue officier de marine, elle dirige aujourd'hui le lycée où tout a commencé pour elle. Je sens le poids de la responsabilité. Cela m'exige beaucoup de rigueur, de discipline, d'abnégation et parfois même des sacrifices. Dans leurs premiers mois au lycée militaire, les nouvelles recrues découvrent un univers très différent de celui qu'elles connaissaient jusque-là. Je les rassure, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où j'ai eu des doutes, il y a eu des moments où j'ai trébuché, il y a eu des moments où j'avais envie de partir, de repartir chez moi, mais je n'ai jamais abandonné. La formation vise aussi à renforcer la confiance et l'assurance de ces jeunes filles dans un environnement encore largement masculin. Lorsqu'on est une femme à ce genre de poste, on doit travailler 2 fois, sinon plus, qu'un homme pour prouver que cette nomination a été méritée. Vous mettez la force qu'il faut. Vu que c'est la première femme qui commande un lycée militaire, c'est une manière de nous montrer que la femme est capable d'aller au-delà de toutes les barrières. Ces jeunes filles apprennent à viser haut dans des carrières civiles ou militaires. Et avec une femme désormais à la tête de ce lycée, elles savent que pour toucher le sommet, il faut parfois lutter et ne jamais lâcher. Le 8 mars, c'est aussi l'occasion pour les organismes qui se battent pour les droits des femmes de gagner en visibilité, comme c'est le cas de la Ligue tchadienne de la défense des droits des femmes qui créée en 2020 et qui dénonce l'impunité des auteurs de violences sexuelles et sexistes dans le pays. Notre correspondant, Harold Girard, a rencontré la présidente de la Ligue. On l'écoute.
Ce dimanche, à Mandalia, la Ligue tchadienne des droits des femmes, mais également l'Association pour l'épanouissement de la femme se sont jointes à la maire de la ville pour récompenser les initiatives entrepreneuriales des habitantes de la région. L'occasion de célébrer cette journée dédiée à la protection des droits des femmes, de promouvoir leur autonomisation, mais également de dénoncer le fléau des violences sexistes et sexuelles qui perdurent dans le pays et qui auraient augmenté, selon la Ligue tchadienne des droits des femmes, entre 2024 et 2025. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses n'ont pas avancé. Il y a encore assez de défis parce qu'il y a plein de dossiers qui sont à la justice et qui ont été classés sans suite. Il y a tellement eu une recrudescence des cas de violences faites aux femmes, que ce soit des cas de viol sur mineurs, que ce soit des cas de féminicide. Et aujourd'hui, l'impunité des auteurs reste un véritable challenge pour nous. C'est un manque d'engagement politique. Parce qu'aujourd'hui, même la lutte, elle est politique. Mais si les décideurs, si les gouvernements ne prennent pas des décisions, si les lois en fait, qui protègent les femmes ne sont pas appliquées, comment est-ce que nous arriverons à rendre justice pour ces femmes en fait, qui sont tuées et assassinées ou les filles qui sont violées? De son côté, le gouvernement tchadien affirme par la voix de sa ministre de la Femme et de la Petite Enfance une sévérité de plus en plus accrue contre les auteurs de ces violences sexistes et sexuelles, alors même que l'opinion publique tchadienne avait été choquée en début 2026 de 3 cas d'accusation de viol sur mineurs survenus dans la capitale, N'Djamena. On passe au Kenya où au moins 23 personnes sont mortes dans la nuit de vendredi à samedi suite aux crues soudaines dans la capitale. Le président William Ruto a ordonné le déploiement d'une intervention d'urgence. Clémence Valère. Dans la capitale kenyane, l'heure est au bilan. Les habitants sont toujours sous le choc de la montée des eaux soudaines qui a submergé Nairobi dans la nuit de vendredi à samedi et qui a fait plus d'une vingtaine de victimes. Les très fortes précipitations qui se sont abattues sur la ville ont transformé les principaux axes en torrents qui ont inondé des milliers de domiciles et de commerces. Pour l'heure, les secouristes dégagent les routes et retrouvent des corps, parfois sous des voitures. Une personne a été électrocutée et est décédée à cause de fortes pluies. Nous avons été contraints de devenir des sauveteurs. Nous avons donné la priorité au sauvetage des femmes et des enfants. Nous les avons emmenés de l'autre côté de la route, sur un terrain plus élevé. Sur X, le président kényan William Ruto a exprimé ses condoléances aux familles des victimes avant d'annoncer le déploiement d'une équipe d'intervention d'urgence pour coordonner les opérations de sauvetage. Afin de renforcer les opérations de sauvetage et de secours en cours, j'ai ordonné le déploiement immédiat d'une équipe d'intervention d'urgence multi-agences. J'ai également ordonné que les réserves alimentaires stratégiques nationales soient immédiatement débloquées et distribuées aux familles touchées par les inondations. Selon la Croix-Rouge kenyane, les pluies ont également endommagé des centaines de foyers des comtés voisins et détruit de larges pans de terres agricoles. C'est une sortie qui ne passe pas inaperçue au Gabon, alors que les réseaux sociaux y sont bloqués depuis le 18 février. Le ministre de la Communication a reçu la presse et si le gouvernement pose des préalables législatifs avant toute levée de la sanction, il annonce également une rencontre cruciale avec TikTok prévue dans 8 jours à Libreville. On écoute les propos du ministre gabonais de la Communication au micro de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Nous avons révisé le code de la communication. Ces mesures législatives vont être promulguées, du moins signées et envoyées au Parlement. La deuxième démarche, c'est de réunir un forum citoyen pour entendre tout le monde, définir des objectifs précis concernant la gestion des réseaux sociaux au Gabon et recevoir aussi les GAFAM. Ici, le 16, nous allons recevoir TikTok qui a déjà fait la demande. On passe à la République du Congo, à Notre Focus. Alors que le pays s'apprête à élire son prochain président, une ombre plane sur le scrutin, celui de l'abstention. Entre sens du devoir civique et désillusion politique, les électeurs, pour la majorité jeunes, expriment des positions contrastées. Reportage dans les rues de Brazzaville avec notre correspondant Vivas Mabwana. Les jeunes Congolais iront-ils choisir leur président lors de la prochaine présidentielle? Ils ont entre 18 et 35 ans et représentent un électeur sur 2 dans le pays. Louis Anderson, 35 ans, attend le jour du vote avec impatience. Je participerai naturellement aux élections, car voter est un droit civique.
tout citoyen devrait normalement exercer son droit de vote. Je dois contribuer pour le changement de mon pays. Au cœur des préoccupations des jeunes, le chômage. Un jeune de moins de 25 ans sur 2 est sans emploi. Ils se disent aussi préoccupés par les promesses passées non tenues. Résultat, certains ne croient plus au discours des candidats et n'iront pas aux urnes. Parce qu'à mon avis, les élections sont déjà faites. On a plus ou moins la tendance des résultats. Et donc, pour moi, ça ne sert à rien. Pour cette élection, la société civile est préoccupée par la crédibilité du scrutin, alors que la préparation des élections, dit-elle, est entachée d'irrégularités. La classe politique actuelle a échoué. Le pays est fortement endetté. Nous sommes parmi les pays les plus endettés d'Afrique centrale. Et nous sommes aussi parmi les pays les plus corrompus d'Afrique centrale. Et donc, je pense qu'il devait y avoir une alternance. Mais malheureusement, les conditions d'élection ne nous permettront pas d'avoir une alternance. Et c'est dommage. Et donc, j'appelle peut-être aux Congolais d'observer et d'être vigilants s'ils veulent qu'il y ait le changement. Lors de la dernière élection présidentielle en 2021, la participation était de 67% selon les chiffres de la commission électorale. Les électeurs sont appelés aux urnes le 15 mars. Et pour aller plus loin, pour ce décryptage, justement, une semaine de la présidentielle de la République du Congo, nous recevons Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina, très engagé dans l'aide humanitaire et la défense des droits des citoyens congolais. Merci à vous d'être dans le JTA. Joe Ebina, dites-nous, que pensez-vous de cette élection dont les observateurs disent qu'elle est sans surprise avec le président Sassou Nguesso qui brigue un nouveau mandat après près de 40 ans de règne? Écoutez, il est important de rappeler le contexte social et politique pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Cela fait aujourd'hui près de 10 ans que les prisonniers emblématiques tels que le général Mokoko, le ministre Komi Salissa sont détenus à la maison d'arrêt de Brazzaville. Malgré les nombreuses dénonciations des Nations Unies, de l'Amnesty International et de Human Rights Watch, donc tout est fait pour que l'élection n'ait aucune transparence. Je tiens à rappeler qu'aucune élection ne peut être crédible au Congo sans la libération des prisonniers politiques. Ensuite, il faut aussi rappeler quelque chose qui est fondamental. Le Congo est confronté à de graves carences structurelles. Accès insuffisant à l'eau potable, beaucoup font des mois sans eau, déficit en électricité, beaucoup de problèmes aussi concernant les pénuries, même en produits pétroliers. À la pompe, chaque année, on a des problèmes pétroliers. Donc, vous avez dit dans votre reportage qu'il y a un chômage massif. Mais le chômage est à peu près à 70% des jeunes, malgré les slogans politiques de l'année de la jeunesse. Donc, c'est pour dire que le climat est délétère. Et cette élection, malheureusement, n'a pratiquement pas d'enjeu parce que le résultat est connu en avance. Plusieurs opposants, vous l'avez dit, sont en prison, mais plusieurs autres dénoncent un fichier électoral non actualisé, des institutions trop proches du pouvoir. Ces critiques, elles vont dans le sens de ce que vous nous avez dit. Est-ce qu'elles semblent fondées et peuvent-elles affecter la crédibilité du scrutin, mais aussi, qu'est-ce que ça dit de l'état démocratique plus largement du Congo ? Ces critiques sont bien fondées. D'ailleurs, le président de la République avec le gouvernement local ont tendance à faire des réunions dans plusieurs régions pour faire des dialogues maquillés en petite concertation qui n'apportent rien. Les opposants ont bien évoqué ce problème de découpage électoral, mais cela n'est pratiquement pas considéré. Donc cela entache totalement la crédibilité d'une élection fiable au Congo-Brazzaville. En plus, il faut rappeler que les médias publics sont à la portée du pouvoir public, des gouvernants, mais l'opposition n'a jamais accès à ce genre de médias, ce qui entache aussi le droit à la parole, le droit à la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, les Congolais savent très bien que le problème est un problème existentiel. Les Congolais, leur grand problème, c'est obtenir des passeports pour leur jeunesse, pour leurs jeunes qui veulent sortir de l'étranger. Les Congolais ont besoin de régler les problèmes sociaux, c'est ce qui les importe. Ces élections, malheureusement, vont être, je suis sûr que les chiffres qui seront donnés ne seront pas crédibles, mais l'attention sera très grande et nous le constatons déjà aujourd'hui parce que toutes les îles de Brazzaville et Pointe-Noire n'ont qu'une seule effigie en masse, c'est le président de la République. Tout le reste, malheureusement, les autres candidats sont très peu visibles. Merci beaucoup, Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina. Merci d'être passé dans le Journal de l'Afrique pour ce décryptage sur la prochaine présidentielle qui aura lieu le 15 mars en République de Congo. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, en particulier, forcément, de Brazzaville à Cotonou, en passant par Nairobi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.